narcissist doing it again. Took a bunch of acid and she told me not again. Now I gotta tell her that I love with her friends. 3, 4, 5's where we stayed. She told me I'm a narcissist doing it again. Took a bunch of acid and she told me not again. Now I gotta tell her that I love with her friends.
Tac, et nous sommes à l'antenne normalement. Normalement, donc, bonjour déjà à tous ceux qui sont déjà là dans le chat. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e live du confinement. Et déjà 5, ça fait pas mal. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça fonctionne bien, si tout est bon, parce que ça peut arriver que ça soit pas tout à fait bon. Mais normalement, ça devrait aller. Aujourd'hui, on est très très content. Déjà, donc, avec moi, bon, pour présenter, il y aura donc Juline Bureau, notre chère présidente. Salut Juline. Bonjour. Et, euh, et notre invité spécial, hein, tout à fait, parce que puisqu'il n'est pas élève à Polytech, mais bien professeur et membre de l'administration, monsieur Nicolas Burlion. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, bah ça va pour le mieux, en pleine forme. Pleine forme, avec un beau temps en plus, visiblement. Ouais. Donc ça c'est nickel. Donc on est là pour un temps assez indéterminé, peut-être autour d'une heure, on sait pas trop, on va voir. Tant qu'on aura des questions, qu'on aura des choses à dire, et que vous aussi dans le chat vous aurez des questions à poser, pourquoi pas. Et donc du coup on peut commencer tout de suite avec nos petites questions qu'on a préparées. Dans un premier temps, du coup, on s'est dit que ce serait bien que vous nous parliez un peu de votre parcours et de comment vous êtes arrivé directeur adjoint de Polytechnique. Et ben, donc j'ai fait dans mon jeune temps, il y a maintenant 30 ans, les classes préparatoires aux grandes écoles, comme beaucoup d'entre vous, à Reims. Ensuite, j'ai intégré l'école normale supérieure de Cachan, où j'ai choisi donc, le génie civil. J'ai ensuite fait une thèse de doctorat dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de mécanique et technologie, toujours de l'ENS de Cachan, pendant 3 ans. Ensuite, comme j'avais une agrégation, j'ai pris un poste de professeur agrégé à un établissement qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait à l'époque l'IUFM Nord-Pas-de-Calais. Je suis resté 2 ans professeur agrégé. Et ensuite, j'ai été recruté en tant que maître de conférence à Polytech Lille en septembre 99, un peu comme ça, ou 2000, je ne sais plus exactement. Pour prendre en charge à l'époque des enseignements de matériaux du génie civil, de conception des structures de génie civil. Après, j'ai fait toute ma carrière, je dirais, d'enseignant-chercheur à l'école, donc j'y suis très attaché. J'ai pris quelques responsabilités assez rapidement, des responsabilités d'année, puis ensuite la direction du département géotechnique génie civil. Entre-temps, je suis passé professeur. Et puis, en travaillant avec les uns et les autres, Guy Remond, l'actuel directeur de l'école, m'a contacté pour savoir si je voulais l'accompagner dans cette mission. Et c'est comme ça que je suis arrivé, devenu directeur adjoint de l'école, donc depuis mars 2013, il me semble, ou 2012. Ça fait un peu plus de 6 ans. Donc vous êtes toujours resté dans le milieu universitaire, plus ou moins. Toujours dans exactement, dans exactement. C'est pas forcément quelque chose auquel je me destinais initialement, mais avec voilà, vous savez bien, la vie c'est fait de concours de circonstances, de choix qui s'opèrent à un moment donné en fonction des possibilités que l'on a. Et à la suite des classes prépa, en fait, j'avais le choix entre plusieurs écoles. J'ai choisi l'ENS de Cachan, en particulier à cause du concours que j'avais trouvé plutôt, bien sûr, difficile, comme tous les concours, mais plutôt intéressant. Et puis, c'est comme ça que s'est fait le choix. Et puis, de fil en aiguille, on m'a présenté ce que c'était que l'enseignement, ce que c'était que la recherche. Et à partir de là, ça m'a plu. Et j'ai voulu continuer. Et c'est vrai que c'est un métier extrêmement passionnant qui nous permet, à nous, maintenant, je suis un peu dans la phase des anciens, je dirais, mais qui nous permet de rester en contact toujours avec des jeunes. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de ce point de vue-là. La partie enseignement, c'est vraiment très, très enrichissant, surtout avec un public d'école d'ingénieurs où
on a quand même des conditions d'enseignement extrêmement sympathiques. Et puis la recherche, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Après, au cours de la carrière, les métiers évoluent aussi, hein, même si les statuts, entre guillemets, sont assez figés, maître de conf, professeur. Mais en fait, on évolue beaucoup dans nos activités au cours de notre carrière, ce qui permet de garder un côté très attrayant au métier. Donc aujourd'hui, vous êtes enseignant-chercheur, du coup? Donc depuis mon début de carrière, je suis enseignant-chercheur. C'est comme ça que ça s'appelle d'un point de vue poste étatique, je dirais. Mais dans la pratique, en fait, nos métiers sont... Il y a 3 métiers dans ce qu'on fait. On a un métier pédagogique, donc d'enseignant, hein, de transmission finalement de connaissances, de compétences auprès d'étudiants. On a un métier de recherche dans des disciplines dans lesquelles on s'est investi. Et puis un 3e métier qui est souvent un peu plus caché, mais qui est fortement nécessaire à nos activités, qui est un métier d'administration et d'animation, que ce soit de l'animation pédagogique ou de l'animation du volet recherche. Donc, de conduite de projet, de contractualisation d'un certain nombre de choses. Enfin, c'est un métier qui... D'accord. Enfin, c'est une partie du métier qui n'est pas négligeable. D'accord, donc vous êtes du coup enseignant-chercheur et en plus directeur adjoint du coup de l'école. Du coup ça vous fait beaucoup de choses à faire, mais alors, du coup en période scolaire, elle ressemble à quoi vos journées? Parce que vous devez avoir beaucoup de choses à faire en permanence. Est-ce que vous avez une journée type ou ça peut être très différent d'une journée à l'autre? Alors effectivement, j'ai pas de journée type. C'est aussi l'attrait du métier, c'est que ça change tout le temps et ça change en fonction des pôles d'activité dans lequel on est. Des fois, on a beaucoup d'enseignements, donc on se consacre beaucoup à l'activité pédagogique. Par ailleurs, à un autre moment de l'année, on peut avoir des activités de recherche plus prenantes et à ce moment-là, on s'y consacre beaucoup. Alors, c'est vrai que de par ma position de directeur adjoint, j'ai un fil rouge qui est l'administration de l'école et la participation à l'animation de la vie de l'école, qui fait que ça me prend plus de temps en ce moment, mais c'est un poste électif provisoire et donc j'ai pas toujours fait ça. Quand j'étais jeune maître de conf, 50% de mon temps était consacré grosso modo à l'enseignement et 50% à la recherche, avec des différences dans l'année. Mais j'ai pas de journée type. C'est ce qui fait aussi le sel du métier, c'est qu'on n'a pas de choses très répétitives, très systématiques. Et du coup, donc vous donnez des cours en plus de votre poste de directeur adjoint. Donc, c'est quoi votre matière? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous enseignez? Alors, de fait de ma position de directeur adjoint, j'ai ce qu'on appelle une décharge horaire, c'est-à-dire que je ne dois pas donner autant de cours que si je n'étais pas dans cette position, pour me permettre de donner plus d'énergie sur l'animation et le pilotage de l'école. En tout état de cause, je continue à faire des enseignements de mécanique des structures en 3e année. Donc c'est de l'enseignement de base qui permet aux étudiants de découvrir comment on calcule finalement une structure du génie civil et comment on la dimensionne, comment on la fait résister au chargement auquel elle est soumise. Et puis j'ai un autre volet dans mon enseignement qui est le volet durabilité à long terme des structures du génie civil. Donc là, c'est plus en relation d'ailleurs avec mon activité de recherche, où j'essaye de montrer aux étudiants comment on anticipe, autant que faire se peut, l'évolution dans le temps des structures du génie civil pour que, au moment de la conception, elle soit la plus durable possible, la plus sécuritaire possible. D'accord. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez fait une thèse, c'est ça? Enfin, une thèse de doctorat. Elle touchait un de ces 2 domaines-là que vous enseignez aujourd'hui?
Or, non. D'accord. Elle concernait l'étude des impacts de missiles sur les structures en béton. Voilà. D'accord. C'était une autre problématique. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce point de vue- que... Pardon, Oui. allez-y. Non, vas-y. Non, ok. Je parle trop, c'est bavard. Non, non, mais pas de problème, on est là pour parler, de toute façon, vous inquiétez pas. Du coup, est-ce que vous aimez bien le contact avec les étudiants et est-ce que c'est important pour vous de continuer d'enseigner ou... Oui, Pas alors effectivement, je pense que chacun de mes collègues vous dira la même chose. On ne fait pas ce métier si on n'aime pas le contact avec les étudiants. Enfin, c'est pas possible parce que d'abord, on y passe beaucoup de temps avec les étudiants, mine de rien. Et que on s'engage dans ce métier parce qu'on croit à ce qu'on fait. Quelque part, on a une mission, enfin pas quelque part d'ailleurs, on a une mission de service public qui consiste à faire passer un certain nombre de connaissances pour que de jeunes étudiants puissent s'insérer au mieux dans le milieu professionnel. Donc oui, c'est très très passionnant d'être au contact des étudiants. Ça fait partie des choses extrêmement sympas du métier. C'est souvent très enrichissant. Ça permet aussi de beaucoup se remettre en question sur notre activité pédagogique. Le cours dont je vous parlais de mécanique des structures, je le fais depuis de nombreuses années. Il n'est pas du tout fait de la même façon aujourd'hui que je le faisais au début de ma carrière, parce que les étudiants évoluent. Moi, j'évolue parce que j'apprends tous les jours et que j'essaye d'améliorer les choses. Mais j'évolue surtout parce que les besoins de nos étudiants, ils sont différents, parce que vous n'avez pas les mêmes prérequis qu'il y avait 20 ans, vous n'avez pas les mêmes qualités qu'il y a 20 ans, vous en avez d'autres, et donc il faut s'adapter, et ça permet aussi de pas être dans une routine, de refaire d'année en année les cours de la même façon. Ça permet d'avoir un contact direct avec les principaux intéressés de notre métier. Et du coup, alors ce contact en tant qu'enseignant, du coup, est-ce que vous êtes dans votre rôle du coup de directeur adjoint, d'avoir ce contact avec les étudiants? Alors oui, disons que je ne sais pas si ça m'aide, mais en tout cas, ça me permet d'avoir toujours à l'esprit ce pourquoi on fait du pilotage et de l'administration de l'école. C'est-à-dire, on pourrait de temps en temps être un peu hors sol et se dire je suis un directeur adjoint ou je suis un directeur de département, mais il faut toujours avoir à l'esprit pourquoi on fait les choses et dans quel but, et le fait de conserver une activité d'enseignement assez importante permet d'avoir toujours à l'esprit que quand on mène une action pour l'école, c'est surtout une action vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis des apprentis, vis-à-vis des apprenants, toutes les parties prenantes de l'école. Ça, c'est vrai que ça permet de maintenir ça à niveau. Mais d'ailleurs, j'aurais même dû commencer par cette question. En fait, en tant que directeur adjoint, quelles sont du coup vos missions pour l'école? Alors moi, j'ai particulièrement en charge, je suis directeur adjoint, donc j'aide le directeur dans toutes ses missions. Je le remplace quand c'est nécessaire et quand il ne peut pas aller à un certain nombre de choses. Mais j'ai plus particulièrement le volet patrimoine bâti, donc tout ce qui concerne le bâtiment, le volet ressources financières et personnelles de l'école. Donc je gère tout ce qui est sécurité du bâtiment, investissement immobilier, fonctionnement du bâtiment, et je gère toute la partie budget de l'école et toute la partie personnelle de l'école. Alors quand je dis je gère pas tout seul, hein. Quand je dis je m'occupe du budget, je m'occupe pas tout seul. Enfin, je suis là pour piloter l'ensemble de ces actions. D'accord, ok, très bien. Donc, question suivante. Polytech, c'est pas juste Polytech Lille, c'est un ensemble d'écoles, c'est tout un réseau, d'ailleurs le plus grand de France. Et est-ce que du coup vous avez beaucoup de contacts avec les autres Polytech? Est-ce que vous vous déplacez pour aller les voir? Quel type de relation vous entretenez du coup avec toutes ces autres écoles?
Alors, effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est le plus grand réseau des écoles d'ingénieurs françaises. Un peu plus de 10% des diplômés en école d'ingénieurs sortent du réseau Polytech, donc c'est un réseau important. Et ce n'est pas un réseau uniquement d'affichage, c'est effectivement un réseau d'écoles qui cohabitent, qui fonctionnent ensemble depuis très longtemps. En fait, c'est une émanation de réseaux qui existaient précédemment sous d'autres noms. Je ne vais pas les citer parce que je vais faire des erreurs et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais l'idée de ce fonctionnement en réseau, c'est que ça regroupe toutes des écoles qui ont les mêmes statuts, c'est-à-dire des écoles d'ingénieurs publics internes aux universités. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, ça a été depuis le départ une volonté de faciliter la vie des étudiants, c'est-à-dire faciliter à la fois pour le recrutement, donc de permettre par exemple de pouvoir passer le recrutement à Marseille, même si on veut venir faire une Polytech à Lille ou à Paris. C'était quand même aussi important. Et puis d'avoir un fonctionnement vraiment en réseau pour permettre les échanges entre les écoles, c'est-à-dire qu'un étudiant puisse aller d'une école à l'autre, faire son PIP quelque part et aller faire une spécialité d'une autre, ce qui a conduit finalement à avoir un règlement des études communs réseau. Donc c'est inédit, hein. Donc c'est-à-dire que toutes les écoles ont le même règlement des études, c'est-à-dire vous êtes évalués de la même façon, alors avec bien sûr des ajustements des spécificités de chacune des écoles, mais globalement, vous êtes traité de la même façon que vous soyez à Lille, à Orléans, à Tours ou à Grenoble. Et donc, ça, c'est très, très facilitateur d'échanges d'étudiants entre les écoles. Du coup, on se voit, il y a des assises une fois par an qui réunissent toutes les écoles, enfin des délégations de chacune des écoles pour des échanges sur le fonctionnement. Il y a une réunion des directeurs d'école qui a lieu au minimum une fois par mois. En ce moment, avec le confinement, bien sûr, c'est fait un peu plus régulièrement et en visio, mais sinon, il y a des réunions des directeurs d'études qui discutent bien évidemment de ce règlement des études. Il y a une réunion des responsables des relations entreprises, etc. Donc chaque école essaye d'avoir un fonctionnement le plus homogène possible pour que ce fonctionnement en réseau perdure et profite à tous. D'accord. Du coup, maintenant, on va parler un peu de l'associatif. Du coup, pour rebondir en fait, du coup, là-dessus, du coup, quand vous êtes arrivé en tant que professeur à Polytech, c'était encore le réseau Eiffel, si je me trompe pas, et non pas le réseau Polytech. Ouais, c'est vrai. Voilà, et... C'était vraiment je suis arrivé à la transition entre le DIL à l'époque et Polytech. Oui, effectivement, entre le réseau Eiffel et le réseau Polytech. D'accord. Et donc du coup, enfin, est-ce que y a une modification, enfin, peut-être que vous savez pas, mais de la structure en fait du réseau, parce qu'avant, du coup, il y avait forcément beaucoup moins d'écoles à l'époque du réseau Eiffel, mais est-ce qu'il y a est-ce que du coup, passer du réseau Eiffel au réseau Polytech, ça a créé beaucoup plus de liens entre les écoles, ou est-ce qu'il y a eu des modifications importantes à ce niveau-là? Je pense que, si vous voulez, le temps aidant et le nombre d'écoles aidant, il y a plus de liens parce qu'il y a plus d'échanges de bonnes pratiques. C'est-à-dire chacun se nourrit finalement des bonnes initiatives des autres, donc ça permet des échanges de bonnes pratiques. Bien sûr, il y a des contraintes, hein, parce que fonctionner tous ensemble, ça crée des contraintes, mais globalement, je pense qu'elles sont bien acceptées, elles sont toujours assez pragmatiques. Mais après, le gros avantage du fonctionnement en réseau, c'est encore une fois ces échanges de bonnes pratiques. Ça permet de ne pas réinventer des choses qui ont été faites par des collègues, de profiter des expériences des uns et des autres. Et donc ça nourrit forcément les échanges. Quand on sait qu'un fonctionnement en réseau vous apporte plus qu'il ne vous contraigne, bah à ce moment-là, vous avez vraiment des facilités pour échanger avec les autres. Ok, très bien. Donc on va parler un peu de l'associatif à l'école. Est-ce que vous êtes satisfait de son fonctionnement?
Alors, l'associatif à l'école, oui, globalement, c'est une un des vrais fleurons du fonctionnement de l'école, hein, parce que on peut le mesurer assez facilement sur l'attractivité de l'école. Bien évidemment, tous les étudiants veulent venir parce qu'il y a des bons profs, des bons enseignements, etc. etc. Je n'en doute pas, c'est la première chose. Mais aussi parce qu'il se crée une vie d'école intense. Donc, ouais, dans l'équipe de direction, on a vraiment une très bonne image de l'associatif. On vous trouve d'année en année de plus en plus responsable, de plus en plus capable d'organiser des choses au profit de tous. Alors, des fois, de temps en temps, il faut remettre à niveau nos exigences, hein, de rappeler que l'associatif, ce n'est pas que du festif, par exemple, qu'il faut que ça profite au plus grand nombre, etc. Mais ça, c'est normal, hein, ça fait partie des choses tout à fait logiques. Mais on a la chance et on peut être extrêmement fier de l'activité associative à l'école. Le nombre de clubs, par exemple, c'est très important. Toute la participation, les participations que peuvent avoir les étudiants dans toutes les manifestations de l'école, les journées portes ouvertes, les manifestations diverses et variées, c'est quand même extrêmement satisfaisant pour une direction de l'école de savoir pouvoir compter sur la participation des étudiants et de leur mobilisation pour promouvoir leur école. Et le lien entre les clubs et l'administration, c'est quand même le BDE. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec eux ou pas particulièrement? Alors moi, j'ai un contact privilégié, c'est avec les représentants du BDE dans mon domaine de compétences, donc beaucoup avec la trésorière et le futur trésorier du BDE, beaucoup avec le responsable prévention pour tout ce qui est sécurité, etc. etc. Donc on se voit avec le responsable du 10 puissance 5, etc. Enfin, tous ceux qui interviennent dans le bâtiment, on a des contacts réguliers. Ils savent que mon bureau a toujours porte ouverte, alors mon téléphone, disons, en ce moment, est toujours branché, et donc ils peuvent échanger avec moi. On a des échanges assez fructueux. Ils sont, encore une fois, je trouve que le niveau de responsabilité de nos étudiants est vraiment très, 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 très fort, et donc les échanges sont toujours positifs. Alors, vous savez, de temps en temps, je me rappelle d'une année où, à une passation entre les responsables de clubs, ils avaient recréé un cimetière au sous-sol de Polytech. Donc ça s'est pas forcément bien passé parce qu'ils avaient amené la terre et tout ce qui va avec. Donc c'était assez épique. Mais voilà, de temps en temps, il faut remettre à niveau la conscience des choses, quoi. Je vais faire un petit tour du chat parce que du coup, en fait, depuis le début, je me rends compte que je lis pas beaucoup. Et du coup, il y a certains de vos élèves qui sont là, hein. Peut-être que vous les connaissez, Mathieu Pellouin, Yanis Zitoun, ou encore Arthur Barito, à qui on dit bonjour. Et alors, petite question un peu décalée, vous répondez ou pas si vous n'en avez pas envie, mais il souhaite savoir si vous préférez la promo 2022 ou 2021 en GTGC. Voilà. Je ne répondrai pas à ces questions qui sont forcément très subjectives. En général, j'aime bien toutes les promos. J'ai bon contact avec les différentes promos. Elles sont toutes différentes. Ça, c'est aussi un point extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'uniformité dans les promotions. Des fois, elles sont rigolotes, des fois, elles sont plus taciturnes, des fois, elles sont travailleuses, des fois, elles sont un peu plus difficiles à motiver. C'est jamais la même chose. C'est ça. Donc, on n'en préfère pas plus une ou l'autre. On est professionnel, hein, voilà, et puis on fait en sorte d'essayer de faire passer notre enseignement le mieux possible. Très bien. Bon, eh bien, vous avez donc votre réponse, notamment Mathieu qui avait posé la question. Du coup, votre mandat, vous nous l'avez dit, en tant que directeur adjoint, du coup, a commencé en 2013, si je me souviens bien.
Ouais, ça Et doit du être ça. coup, euh, quand est-ce qu'il va se terminer et quand est-ce qu'il va se terminer? Oui, c'est ça en fait. Euh, Alors, de combien de donc temps? 2013, 2010, c'est des mandats de 5 ans en fait. D'accord. Enfin, c'est le directeur qui est nommé pour 5 ans et qui emmène son équipe avec lui. Et Mhm. donc là, ici, donc, il a dû être renouvelé en 2018 et donc la prochaine fois, ce sera 2023. D'accord. Et donc du Là, a coup, priori, oui, sauf oui, événement imprévu, mon mandat va jusque 2023. d'accord, très bien. Et donc, l'administration du coup est nommée. Enfin, comment vous avez été nommé du coup par le directeur pour être directeur adjoint, c'est ça? Ouais, alors ça, Et, c'est classique d'un fonctionnement universitaire, c'est-à-dire mhm, qu'on est toujours un peu élu, nommé par nos pairs. mhm, Et donc, pour ce qui concerne le directeur de Polytech Lille, il est nommé par le ministre de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil d'administration de l'école. Le conseil d'administration de l'école étant composé pour une part de personnel de l'école, enseignants et personnel administratif et technique, pour une autre part d'étudiants et pour une troisième part par des personnalités extérieures. et il se peut qu'il y ait un conflit du coup entre le conseil d'administration et le ministre de l'enseignement supérieur, ou c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais? Tout à fait. Si, Tout c'est à fait, possible. ça, c'est possible, hein. Alors on n'est pas une école, je dirais, on est une école, on n'est pas l'école polytechnique l'X ou les Mm. Mines Paris, euh, convoitée par des personnalités extérieures qu'il faudrait replacer suite à des rotations du gouvernement ou quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas souvenir qu'il y ait une nomination d'un directeur de l'école qui n'ait pas été euh, synonyme de la volonté du conseil Mm. d'administration. Donc, Mm. D'accord. ce genre de cas peut arriver. C'est arrivé par exemple très récemment à l'école centrale de Nantes, où la ministre a mis en place quelqu'un qui n'était pas soutenu par le conseil d'administration de l'école, et parce qu'il y avait des divergences politiques fortes entre ce que voulait le conseil d'administration et la position, la doctrine du gouvernement. Et donc là, enfin, c'était pas envisageable pour le gouvernement de nommer quelqu'un. Donc voilà, ça, c'est des Mm. cas un peu particuliers qui arrivent, mais c'est quand même assez rare. D'accord. Très bien. Euh, et donc du coup, est-ce qu'il y a du coup une limite dans vos mandats? C'est limité à 2 mandats enfin, Voilà, c'est d'accord. deux mandats maximum. D'accord, du coup là vous êtes sur votre dernier mandat du coup. Euh, Mm. Ouais. et donc du coup, est-ce que dans le futur, enfin même d'ici la fin de notre mandat, parce que c'est quand même dans quelques années encore, vous pensez qu'il pourrait y avoir des améliorations qui soient données, que ce soit au niveau de Polytech en général, ou plus précisément sur l'associatif, ou sur certains éléments de la structure de Polytech? Ouais, ça fait partie. Alors, je vais reprendre un peu un message un peu politique. Ça fait partie de notre action avec le directeur. C'est ce qu'on appelle, nous, en général, l'amélioration continue. C'est-à-dire, on pense qu'il y a toujours à améliorer les choses et que on ne doit pas vivre sur ses acquis. Si on stagne, finalement, les autres continuent à progresser et nous, on régresse comparativement. Donc, il faut toujours améliorer les choses. Il faut toujours. On est une école d'ingénieurs dans un monde qui est en perpétuelle évolution et la crise actuelle nous montre que nos certitudes d'il y a 3 mois ont été balayées en quelques semaines. Donc il faut toujours qu'on s'adapte, il faut toujours qu'on s'améliore. Et ça, on a la chance, je dirais, de pouvoir compter sur à la fois des personnels qui sont très très investis en enseignement, en recherche, donc qui participent grandement à l'amélioration, qu'ils soient professeurs ou enseignants ou personnel administratif et technique. Mais aussi, on a la chance de pouvoir compter sur des étudiants qui sont eux-mêmes investis et donc qui ont envie que leur école progresse. Et donc,
c'est assez facile en fait de faire bouger les choses dans le bon sens. Alors bien évidemment, des fois on se trompe, hein, des fois on fait un pas en avant et puis deux pas en arrière, ça arrive, mais globalement dans la majorité des situations, on fait progresser les choses et c'est tout à fait positif. D'accord, très bien, très bien. Alors, fais un petit tour du chat. Ah, alors dans le chat, encore une petite question un peu décalée, Monsieur Vandeski qui vous demande quel est votre club préféré? Vous n'êtes pas Le obligé de dire club la radio, préféré. évidemment. J'en sais rien. J'ai pas de club préféré en fait. Notre position à nous, elle est un peu en recul par rapport à la vie des clubs. Donc moi j'aime, enfin peut-être aller la fanfare. J'aime bien la fanfare parce que j'ai fait partie d'une fanfare quand j'étais plus jeune. Donc voilà, mais c'est vraiment très très subjectif et Bien sûr. a priori. Hein, voilà. D'accord, très bien. Mais je pense que tous les clubs ont raison d'exister et de se développer et qu'on soutiendra toujours la diversité des clubs. C'est bien de pouvoir faire tout ce qu'on veut, surtout à un moment où on est étudiant, où on découvre plein de choses. Ça permet aussi de développer des compétences, des aptitudes qui sont différentes de l'aptitude, enfin de ce qu'on fait dans le cadre purement scolaire. Donc ça, c'est vraiment très positif. Tout à fait, tout à fait. D'autant que vous, en plus, depuis le temps que vous connaissez le Polytech Lille, vous avez vu beaucoup de naissances et de morts de clubs, vous avez une bonne vue d'ensemble de tout ce que représente l'associatif. C'est la vie de l'associatif dans la société. Hein. Il y a des associations qui naissent, qui évoluent, et puis d'autres qui périclitent parce que ça répond plus à un besoin actuel. Il n'y a plus personne pour l'animer des fois. Il ne suffit pas grand-chose. S'il n'y a plus de président, de trésorier, quoi que ce soit, ça c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est la vie normale, quoi. D'accord, très bien. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'on en est, Juline, sur le temps de l'appel. Il n'y a pas de limite? Oh bah c'est parfait, du coup. On n'aura pas à faire de pause finalement. Et bien du coup, sur ce sujet un peu plus de votre activité professionnelle, que ce soit dans l'enseignement, la recherche ou en tant que directeur adjoint, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Non. Bon, très bien. Moi, je pense que spécial. Non, je réponds à vos questions. Je suis pas là pour faire ma promotion. Bon, mais il y a peut-être un sujet que. Mais ok, très bien. Bah, du coup, on peut passer à la deuxième partie. Julie? Donc il y a beaucoup de gens qui vous croisent dans l'école, mais après on ne vous connaît pas forcément très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? J'ai 50 ans depuis peu. Je suis marié, j'ai 3 enfants, des jeunes ados. J'habite en banlieue de Lille depuis 4 ans. Je peux dire d'autres. Je sais pas quoi dire de plus. Du coup, le confinement, du coup, vous passez à côté de Lille. Du coup, on a du beau temps. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez un hobby, quelque chose? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous faisiez partie d'une fanfare quand vous étiez dans vos études. Est-ce que l'activité musicale est quelque chose que vous appréciez faire encore aujourd'hui? Alors non, j'ai arrêté certainement parce que je produisais trop de canards et pas assez de belles mélodies. Donc non, j'ai arrêté l'activité musicale. Donc voilà, c'est pareil, il y a des circonstances. Non, mes hobbies, déjà avoir une famille avec 3 enfants est un passe-temps assez prenant. Ça fait partie des choses qui me réclament pas mal d'énergie. Après, j'aime bien le sport, le badminton en particulier, que je pratique à l'université. J'aime bien le cinéma.
Il y a un sport que j'aime bien particulièrement, c'est la Formule 1, les sports mécaniques, mais surtout la Formule 1. Donc voilà, je suis ça de près. Vous suivez le sport? Vous en faites, vous en avez déjà fait? Alors, j'ai jamais eu l'occasion de faire de Formule 1. Malheureusement, je fais 1m90 et 100 kg, donc je ne peux pas rentrer dans un cockpit de monoplace. Je n'arriverai pas à ressortir sinon. Non, j'ai pas eu l'occasion de le faire malheureusement. J'ai fait un peu de voiture rapide, mais rien de sportif. D'accord. Vous avez dit que vous aimez bien regarder des films. Est-ce que vous avez un style de film particulier que vous... Non, je suis très très bon public sur tout type. À part les films d'horreur, là, je peux pas. J'aime bien le cinéma pour me détendre et je trouve que les films d'horreur, j'ai mes fils qui adorent ça. Je sais pas comment ils arrivent à se détendre avec ce genre de film. Voilà. Sinon, Ouais. j'aime bien tout. C'est surtout recherche d'autres sensations, c'est pas forcément pour se détendre, Oui, c'est pour trouver une émotion particulière, quoi. Oui, c'est clair, mais... Oui, après, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Oui. Vous jouiez, une question dans le chat, vous jouiez de quel instrument, du coup, quand vous étiez dans votre fanfare? De la trompette. La trompette, d'accord, la trompette, voilà, de la trompette. Que j'ai cédé à mon neveu il y a quelques années. J'ai plus de cuivre à la maison. J'ai récupéré un vieux trombone à coulisses sur une brocante un jour, mais il était tellement endommagé que c'était encore pire qu'avant. Donc, D'accord. je l'ai remisé à la cave. D'accord. Ok. Et donc, et oui, du coup, vous avez quelques hobbies. Et du coup, mais vous avez du coup beaucoup d'activités professionnelles en tant qu'enseignant, chercheur et directeur adjoint. Est-ce que ça demande beaucoup d'organisation? Enfin, je suppose que ça demande beaucoup d'organisation, du coup, de gérer ces deux choses à la fois, vie privée et professionnelle. Et du coup, comment vous arrivez à organiser ça sans être trop débordé, quoi? Il faut savoir. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire en période de confinement, parce que, encore une fois, ça remet en question tout ce que j'avais l'habitude de faire. J'avais tendance à bien séparer la vie professionnelle de la vie active, c'est-à-dire de la vie personnelle, pardon. C'est-à-dire de ne pas se laisser absorber par la vie professionnelle qui est... Quand on a la chance, comme moi, de faire un métier qui vous passionne et qui vous anime, c'est très facile de travailler beaucoup. C'est pas compliqué pour moi de travailler beaucoup, ça ne me demande pas plus d'énergie que ça. Par contre, le risque, c'est effectivement et de temps en temps, ça arrive, hein, de temps en temps, je me fais réprimandé par mon épouse parce que voilà, la vie professionnelle empiète trop sur la vie personnelle. Et donc, il faut bien séparer les choses. Et c'est d'autant plus vrai à la période où on vit maintenant avec le numérique, les portables, les smartphones, où on peut avoir les mails, les SMS, les WhatsApp. Et donc, de pouvoir finalement être en contact permanent avec les collègues. Et donc ça, c'est un peu remis en cause parce qu'effectivement, en ce moment, on a une proximité entre la vie personnelle et la vie professionnelle liée au télétravail. Mais il faut s'imposer finalement des horaires assez stricts. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un du matin, donc je pars très bonne heure, 7h, 7h15 de chez moi. Mais quand je rentre pas avec... j'ai enlevé, par exemple, les mails sur mon smartphone, les mails professionnels sur mon smartphone, parce que voilà, sinon ça empiétait trop. On avait trop tendance à répondre aux mails après le retour à la maison. Et d'accord. Mais parce que du coup, beaucoup de gens se disent que, par exemple, du coup, en l'occurrence, ces mails sur son portable, c'est un gain de temps ou d'accessibilité. Et enfin, du coup, ouais, mais c'est aussi ça un double. Oui. Ça a l'avantage du gain de temps, mais c'est aussi un fil à la patte de tous les jours, de tous les instants. Ce qui fait qu'on ne déconnecte pas et à un moment donné, il faut s'imposer finalement cette déconnexion avec le monde professionnel parce que sinon
encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand on est passionné, quand on aime bien ce qu'on fait, on ne voit pas la différence et ça nuit à notre équilibre sur la vie personnelle. D'accord. Après, d'autres gens managent ça très bien d'une façon différente. Hein. Moi, je sais que j'ai trouvé un équilibre grâce à ça, enfin, en faisant bien la part des choses et en séparant bien les deux mondes. D'accord. Il y a quelques questions dans le chat et je ne sais pas si ça vaut le coup qu'elles soient lues. À vous de voir. Bah, c'est à vous de voir. Bon, je vais la lire parce qu'elle me fait un petit peu rire. C'est monsieur Barreto, que vous connaissez peut-être, Arthur Barreto, qui vous demande si c'est avantageux d'avoir une voix si imposante en plus des cours, enfin pour les cours et les TD. C'est avantageux, je ne vais pas dire le contraire. Hein. Disons que c'est vrai que, surtout avec les étudiants de troisième année, ça facilite l'écoute. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir des étudiants qui se mettent au deuxième rang, comme je fais cours souvent le matin à 8h, s'endorment quand même, malgré ma voix imposante. Donc, non, mais je n'en joue pas. Voilà. Je sais que j'ai des collègues qui quand ils veulent se faire écouter, au contraire, baissent le ton de leur voix pour devenir de moins en moins audibles, pour forcer leur public finalement à être attentif. Moi, j'ai plutôt tendance à hausser la voix, mais alors, chacun est différent. D'accord, très bien. D'accord. Donc, les hobbies, c'est bon. Oui, alors, petite question du coup, qui rejoint un peu celle des, des clubs que vous appréciez. Si aujourd'hui vous deviez rejoindre un club de l'école, ou même plusieurs, hein, pourquoi pas, lesquels ce serait pour vous? Du coup, peut-être la fanfare ou à vous de nous Ouais, dire. bah, la fanfare, ouais, c'est vrai que en plus ils sont quasiment là à tous les événements de l'école, donc ça me Tout à fait. paraît bien, je pense. Après, je sais pas, j'ai pas en mémoire tous les clubs, mais Ouais. Les clubs d'audiovisuel, avec le studio ou la radio, des clubs, le PAF peut-être, bah oui, en plus le PAF qui est là depuis très très longtemps, alors journal le de PAF, l'école. ouais, ouais, c'est un peu particulier parce on a un rôle aussi de- comment dire, modérateur par rapport au PAF pour éviter que Ah oui. ça dérape de temps en temps quand même. Donc, D'accord. non, j'avoue que je sais pas. D'accord, ok. Très bien, très bien. Bon. On a une autre question dans le chat, c'est le président de l'ESSEC qui demande si vous avez vu le documentaire sur Netflix Formule 1 Pilote de leur destin. Oui, je suis un passionné, donc dès que les épisodes sont sortis, j'ai regardé tous les épisodes, les 2 saisons. Et c'est d'ailleurs très très bien fait. Ça apporte une vision un peu différente du milieu de la Formule 1. Et donc, je suis ça dès que je peux. Ça retrace les parcours des pilotes, parce que personnellement je connais pas du tout le milieu. Ouais, ça montre des visions sur les aspects, pas uniquement sur la course, si vous voulez, ça montre l'organisation, comment une structure arrive à un niveau de performance important, les aspects marketing, les aspects politiques aussi de ce milieu. Hein. C'est un milieu qui est très, très en vue, et donc il y a beaucoup de masse financière qui sont drainés, et donc il y a des aspects politiques intéressants. Donc voilà, ça décortique un peu tout ça, ça montre un autre aspect que purement la course où les voitures tournent sur un circuit. D'accord. Donc vous recommanderiez ce documentaire à ceux que ça pourrait intéresser? Ouais, c'est bien fait, ouais, c'est bien fait. Avec à chaque épisode, ils ont un point de vue différent, ils regardent les choses différemment, c'est bien foutu. D'accord, très bien.
Il nous restait une dernière question, c'était est-ce que vous avez un style de musique que vous aimez écouter particulièrement? Euh, non, j'ai pas de style de musique particulier. Encore une fois, j'aime bien tout. Je suis très fan de Jacques Higelin, qui est décédé malheureusement. Mais beaucoup, j'aime toutes sortes de musique. Voilà. Encore une fois, je suis comme au cinéma, je suis bon public. D'accord. Euh, Autre question du chat donc de Colline Lemoine, actuelle présidente du BDO. Est-ce que, du coup, devenir professeur a toujours été une évidence pour vous? Euh, Non, 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 pas c'est du tout. pas. Non. Ni le domaine dans lequel je suis. C'est vraiment c'est ce qu'on essaye aussi de vous inculquer, c'est-à-dire il faut gratter un peu les choses pour savoir si les métiers auxquels vous vous destinez sont bien faits pour vous. Non, non, au départ, moi, je me destinais à faire des sciences, mais des sciences plutôt des sciences industrielles, un métier d'ingénieur. Mais même à l'époque, je pense que je n'avais pas une notion précise de ce qu'est le métier d'ingénieur. C'est tellement varié d'ailleurs. C'est très difficile à circonscrire. Mais non, non, c'est de fil en aiguille, ça se construit. J'ai la chance d'avoir une formation qui permettait soit de faire de l'enseignement et de la recherche, soit de la recherche uniquement. Voilà, c'est au fil Et vous vous êtes dit de pourquoi pas? tests, voilà, exactement. D'accord. Et puis après, au cours de la formation, bah, quand on est à l'école, on sait aussi si ça nous plairait de passer de l'autre côté du micro, disons, ou du bureau pour faire l'enseignement. Donc, Hmm. ça s'est construit, c'était pas une évidence dès le départ. D'accord, très bien. Il y a encore quelques questions dans le chat. Euh, voilà, encore Arthur Barreto qui vous demande est-ce que vous avez déjà pris part à un chantier? Du coup, sinon, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Oui, j'ai déjà fait du chantier quand j'étais juste à la fin de mes études. J'ai participé au chantier de la ligne 14 du métro parisien. Oui. Le projet s'appelait Météor à l'époque, mais c'est la ligne 14 de métro automatique. Donc, en particulier de la station Bercy qui se trouve au droit du ministère des Finances, donc avec un problème urbain et géotechnique particulier. J'ai fait un chantier aussi qui consistait à créer des soutènements de galeries de champignonnières en région parisienne aussi. Pour la DGSE, pour le ministère de la Défense. Donc, ils voulaient réinvestir des anciennes champignonnières pour en faire des lieux d'archivage. Donc, c'était assez évident parce que Ah oui. les conditions de sécurité étaient particulières pour le ministère de la Défense, bien évidemment, et il ne fallait pas que n'importe qui puisse venir regarder les archives Sûr. de la DGSE. Voilà, ouais, j'ai fait des chantiers. Ouais, Et votre rôle sur ces chantiers, du coup, vous faisiez de quoi, la pardon? de la conduite de travaux. Conduite de travaux, C'est-à-dire la conduite de projet finalement. D'accord. D'accord, très bien. Et du coup, conducteur de travaux, du coup, ça demande du coup évidemment des compétences techniques, de connaissance du domaine, et aussi, je sais pas, peut-être des compétences de management aussi un peu, peut-être. Ouais, tout à fait. Ça, ça reprend beaucoup de ce qu'on vous enseigne à Polytech, c'est-à-dire à la fois des besoins en connaissances scientifiques et techniques, mais aussi d'être capable de discuter avec des ouvriers, avec des patrons de chantier, des gens plus sachants, mais aussi dans le cadre, par exemple, de la champignonnière, il y avait un général d'armée qui venait tous les lundis matins pour visiter le chantier et demander donc il faut interagir avec des gens qui sont pas forcément férus de génie civil, mais qui ont des contraintes, des impositions très fortes. Bien sûr, d'accord. D'accord, très bien.
Et du coup, notamment la formation, bah, en tout cas GTGC à Lille, elle apprend du coup toutes ces facettes-là du métier. Du coup, ouais, d'accord. On peut le dire. D'accord, très bien. Euh, Autre question du chat, est-ce que vous avez un meilleur souvenir à Polytech ou en tout cas un très bon souvenir à Polytech à nous raconter, si vous le souhaitez? Bon, j'en ai plein, j'ai plein de bons souvenirs. C'est vraiment truffé de bons souvenirs. Encore une fois, enfin, il y a plein de choses passionnantes. Bah, je sais pas lequel faire ressortir. Je pense que un des meilleurs souvenirs, c'est peut-être une fois un étudiant qui est venu me remercier. C'était dans mes toutes premières années pour l'avoir aidé sur une insertion professionnelle. Mais voilà, c'est des choses qui valorisent un peu votre action, mais ça s'est rencontré un grand nombre de fois et il y a plein d'autres choses, mais c'est vraiment, enfin, je pense que pour justement avoir fait d'autres choses que l'enseignement, ça permet de bien mesurer la chance qu'on a. J'ai aussi eu l'occasion d'enseigner en collège. Et je vous assure que c'est pas du tout le même métier. Enseigner en école d'ingénieur et aller enseigner en première ou en troisième, c'est pas du tout la même chose. Vous avez enseigné quelle matière en collège? C'était vraiment au moment où je passais la grègue, on faisait des préparations finalement. On s'entraînait et il y avait à côté de l'école un petit collège qui permettait à ce qu'on soit mis en situation finalement devant des vrais étudiants. Et c'est compliqué, quoi. C'est pas du tout facile. D'accord. Ça demande de l'énergie. D'accord, très bien. On a une autre question dans le chat, c'est est-ce que pour vous les campagnes B2 et BDS, enfin, vous vivez ça bien ou est-ce que c'est du stress supplémentaire? Moi, on vit ça bien dans l'équipe de direction. Ça ne pose pas de soucis majeurs, au contraire. Le stress, c'est toujours le même, c'est la sécurité. Voilà, ça crée une activité particulière à un moment donné dans l'école. Donc, on est quand même responsable de la sécurité des étudiants et des personnels au sein de l'école. Et ce à quoi on veille en permanence, c'est que toutes les conditions de sécurité soient bien respectées. Et là encore, je loue la responsabilisation des étudiants qui, dans la majeure partie du temps, font en sorte que ça se passe très bien. Voilà, le stress, il est là, mais après, on a une confiance et ça se passe souvent très très bien. Après, on recadre bien évidemment les choses quand on constate des choses qui vont pas. Oui, bah, vas-y, June, s'il y a une autre chose. Oui, enfin, j'ai un petit thème que j'aimerais aborder, que je viens de penser, c'est que bah, finalement, au final, du coup, les études d'ingénieur, du coup, ça dure 3 ans. Et du coup, surtout au niveau associatif, on pourrait se dire que du coup, il y aurait un peu une sorte d'amnésie cyclique de 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, bah, du coup, les anciens enfin ceux qui étaient là au début, les nouveaux ne les connaissent plus. Et du coup, par exemple, tout ce qui a pu être acquis ou quoi au niveau associatif, du coup, ça pourrait s'oublier. Et étant donné que vous êtes du coup à Polytech depuis un certain temps, est-ce que du coup, vous observez un peu ce truc de cycliquement, il y a des faux ou recadrer quand il y a certains événements pardon, ou remettre certaines choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu percevoir? Ou c'est toujours allé en s'améliorant globalement? Il y a pas globalement, ça s'améliore. Enfin, je pense que le passage de témoin d'une équipe à l'autre fait que progressivement les choses s'améliorent. Moi, personnellement, j'ai pas constaté de cycle parce qu'encore une fois, les équipes BDE, par exemple, c'est toujours les 4e années.
ils se sont servis finalement des expériences de l'équipe précédente et avec qui ils ont été en contact, etc. Il n'y a pas de cycle. Après, ce qui est toujours le cas, et ce que vous verrez, c'est le cas dans la vie professionnelle, ça dépend beaucoup des personnes en place. Si les personnes en place sont très actives, très volontaires, très responsables, ça se passe très 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 bien. S'il y a un peu de relâchement par rapport à ce que je viens de dire, ça se passe un peu moins bien. Voilà, il y a globalement une montée en compétences liée au fait que les choses sont de mieux en mieux organisées. Mais après, c'est très très dépendant des personnes. C'est très dépendant. D'accord, très bien, très bien. Voilà, donc voilà, et Thomas Lecoq qui nous dit voilà comme quoi c'était pas forcément mieux avant et effectivement. Non, c'est jamais pareil. D'accord, très bien. Bon, eh bien, en tout cas nous on a fini les questions qu'on avait à vous poser. On va encore attendre un petit peu si dans le chat vous avez d'autres questions que vous souhaiteriez poser avant qu'on finisse cette émission. Juline, si tu as quelque chose à dire, à rajouter peut-être. Non, rien de spécial. Pas spécialement. Si, je remercie la Sono. Oui. Oui, la Sono qui désormais nous fournit les musiques de fond pour les lives, on les remercie. Bon, pas de questions qui reviennent pour l'instant. Donc je pense qu'on va pouvoir clôturer ce live. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver du coup tous nos lives précédents sur donc, notre page Facebook évidemment, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Voilà, qui est en bas quelque part. Je pense qu'on va pouvoir dire au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Burlion, d'avoir été avec nous aujourd'hui. De rien, merci à vous. Si vous avez un petit mot de la fin à dire. Non, mais j'espère que juste peut-être comment vous vivez le confinement. Est-ce que vous avez des remarques à nous faire remonter quant à la situation? Est-ce que les liens que vous conservez avec l'école vous satisfont? Je te laisse commencer, Juline. C'est vrai que c'est pas forcément facile de garder un rythme super productif par rapport aux cours, mais nous ça va, ça se passe assez bien avec les profs. On a pu mettre en place sur Discord, je sais pas si vous connaissez, une petite plateforme pour échanger un peu avec les profs et du coup ça va, ça se passe bien quand même. Et pour moi, c'est un peu particulier vu que je suis en PEP encore, donc je suis encore rattaché à l'université. En termes de communication avec nos enseignants, tout ça c'est un petit peu compliqué, mais dans l'ensemble on a réussi à récupérer les cours et tout ce qui était nécessaire pour nos partiels. Donc maintenant on va les avoir à distance. Pour l'instant c'est pas trop mal organisé, on était dans l'incertitude totale au début du confinement de savoir comment ça allait se passer. Maintenant ça s'est précisé, donc je pense que ça devrait aller. Mais sinon, oui, c'est forcément, vu qu'on est chez nous, faut être très organisé pour pas perdre de temps et ne pas rien faire, justement. Pas se lever à midi et pas se coucher. C'est un peu ça l'idée. Mais non, mais sinon, je pense que vraiment, je pense que, en tout cas personnellement, et je pense pour pas mal d'autres gens, c'est moins pire que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Quand on disait qu'on allait être... En plus, on savait pas pour combien de temps. Bon, maintenant, on a les dates de déconfinement. On va voir comment ça va se passer. Mais je pense que globalement, ça a été pas trop mal vécu, quoi. Voilà. Bon, juste pour dire on a tous été surpris, bien sûr, par la cinétique des événements. Hein, parce que on est tous conscients que ça s'est passé quasiment du jour au lendemain. On est passé de la peur d'une grippette chinoise à une pandémie extrêmement préjudiciable. Et donc, si vous n'avez pas toutes les informations, c'est lié, ou si vous n'avez pas tous les échanges que vous aimeriez avoir, c'est lié principalement à la situation qu'on n'a pas du tout anticipée. Que ce soit bien sûr d'un point de vue sanitaire, mais même aussi d'un point de vue pédagogique, et ça va nous faire progresser beaucoup
sur les possibilités de l'enseignement à distance. Vous parlez de Discord tout à l'heure. En GTGC, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Discord aussi, avec des projets à distance qui finalement continuent à fonctionner. Alors certainement, il y a des choses qui vont pas bien, il y a des choses à améliorer, mais qui globalement permettent quand même une continuation d'activité qui me semble intéressante, et que on me l'aurait dit au mois de janvier, par exemple, j'aurais dit ouais, ok, le présentiel c'est super, il faut quand même absolument que les étudiants soient dans la salle en face de moi, sinon ça va pas bien se passer. Donc ça va aussi nous permettre de remettre à plat toutes nos a priori, tous nos a priori, tous nos certitudes, et donc on va se servir de cette crise pour voir les choses un peu différemment. Donc, selon vous, du coup, à l'avenir, même hors confinement, enfin le sujet en tout cas des cours à distance via des applications Discord ou quoi, pourra être mis sur la table, du coup. Bien sûr. Oui. Bien sûr, on se prépare déjà, compte tenu de la situation sanitaire, on ne peut pas, dans les conditions actuelles, ne pas envisager, double négation, une deuxième voire une troisième vague en septembre. Et donc, on se prépare dès maintenant à faire une entrée avec le premier semestre avec des cours à distance. Alors, peut-être hybride, avec une partie des étudiants qui seraient en présentiel et une autre partie en distanciel, en fonction des possibilités d'accès de chacun de nos étudiants au matériel informatique et à des réseaux Internet qui soient bien adaptés. On pourrait imaginer qu'il y ait des cours qui se fassent avec moitié de promo sur place ou quart de promo sur place et le reste de la promo chez eux en train de regarder le prof et la classe comme on fait en ce moment, hein, sur Zoom ou sur un autre outil adapté. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que ça ne va pas arriver, puisque ça vient d'arriver, et donc il faut qu'on se prépare à avoir des conditions dégradées de manière présentielle. Et puis, d'un autre côté, même quand on aura un vaccin, un traitement, et que tout ira mieux, se poser la question de l'opportunité pour certaines activités qui... Par exemple, quand on est en pénurie de salles, où on a des problèmes organisationnels parce que tout le monde veut utiliser la même salle en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités d'avoir des enseignements en distanciel plutôt qu'en présentiel, qui était la norme jusqu'à présent et qu'on ne cherchait pas à remettre en question parce que ça se passait globalement bien. Pourquoi pas tirer des enseignements qui se passent en ce moment, regarder ce qui s'est bien passé et ce qui a permis d'être plus efficace, parce que ça peut aussi tirer de l'efficacité du distanciel. Il n'y a pas de bavardage entre les étudiants, par exemple, en ce moment. Donc, il n'y a pas de nécessité à hausser la voix ou à baisser la voix, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, ça peut avoir un intérêt, finalement. Donc, voilà, il faut, à toute crise, on peut en retirer des choses positives, bien évidemment, avec toutes les précautions nécessaires. Mais il faut qu'on... Vous parliez d'amélioration tout à l'heure. Regardons objectivement ce qui a bien marché, est-ce qu'on peut continuer à utiliser pour que ça profite à tous, quoi. D'accord. Oui. Eh bien, parfait. Ah, Marine, ancienne présidente B2, qui vous demande, est-ce que ça vous a fait plaisir de faire ce live? Parce que nous, on était très contents de vous recevoir. Oui. Sinon, j'aurais dit non. Hein. Je me suis pas senti obligé. Non, ça me fait plaisir. En plus, il y a Marine qui nous regarde. Ça fait grand plaisir. Bettina aussi, Bettina Benoît qui souligne que les profs de GT sont très réactifs et présents pour les élèves. Apparemment, nous sûrement en ce moment, donc c'est quelque chose de bien. Je fais un petit tour. Ah,
Oui, alors ça, peut-être ce sera le cas. Enfin, pour l'instant, vous, en tout cas, vous n'avez pas d'informations sur sur l'année prochaine, enfin, en tout cas, à partir de septembre, sur les cours, s'il va y avoir des restrictions ou vous avez encore aucune Alors, information du ministère. pour l'instant, le calendrier de la rentrée, par exemple, est maintenu, Mhm. mais il y a des discussions entre les présidents d'université, par exemple, pour la décaler un petit peu d'une quinzaine de jours. Alors, bon, voilà, c'est des bruits de couloir. Mm. On ne communique pas sur tout ça parce que voilà, on ne veut pas générer de fausses informations. Et puis, vous voyez bien que tout change un peu tout le temps. La doctrine scientifique qui était vraie le 15 mars a beaucoup évolué parce que voilà, on en sait plus. Non. Pour l'instant, la rentrée est prévue normalement, entre guillemets, mais on nous demande de travailler sur des scénarios alternatifs où il y a une recrudescence de l'épidémie, il y a une troisième vague, dans ce cas, il faudrait revenir à un fonctionnement entre guillemets dégradé, avec beaucoup d'enseignements à distance. Mais c'est là où on va se servir de la période actuelle pour être plus efficace, plus réactif, mettre de côté ce qui n'a pas marché, favoriser ce qui a bien marché, parce que voilà, il faut qu'on s'en serve. Mais il faut aussi qu'on soit capable de s'adapter à une éventualité qu'on n'espère pas, bien évidemment, mais qui peut arriver. Et, eh bien, très bien, bah, je pense que globalement. Ah, Marine, les stages. Oui, et on a une question aussi encore de Marine dans le chat au sujet du coup des stages de 5A. Ils ont pour l'instant tous été annulés, il me semble. Alors, ils ont tous été. Il y a tous eu un avenant au stage qui conduisait globalement à ce que le stage continue si il y avait télétravail. Hein, il n'y a plus de présentiel dans les entreprises pour les étudiants et qui était annulé ou suspendu si le télétravail n'était pas possible. Alors après, on n'a pas encore d'informations sur d'éventuelles reprises en présentiel. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent à ce que les stagiaires reviennent en présentiel à partir du 11 mai, dès que possible. On n'a pas encore de doctrine ni d'instruction ministérielle là-dessus. C'est un problème extrêmement compliqué pour la population étudiante parce que vous êtes très mobile, vous êtes très social, vous avez énormément de contacts et donc vous êtes une population entre guillemets qui est un vecteur de propagation du virus, bien sûr à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre, mais qui pose problème d'un point de vue gestion globale de l'épidémie. Donc, je pense qu'on aura des réponses. Enfin, les 3 semaines qui viennent après le déconfinement vont apporter beaucoup d'informations sur l'évolution épidémiologique. Et donc, on aura certainement des informations à la fin de ces 3 semaines. Parce que du coup, le problème se pose aussi pour toutes les mobilités, tous ceux qui voulaient partir, tous ceux qui devaient partir à l'étranger. Alors, toutes les mobilités, il faut s'attendre à ce que toutes les mobilités hors de l'espace Schengen sur la fin 2020, le début 2021, ça soit complètement interdit. Enfin, d'abord, d'un point de vue mobilité du virus, mais aussi du fait que comme la France a été un pays, enfin est toujours un pays dans lequel on a eu un grand nombre de cas, malheureusement un grand nombre de morts, donc on est repéré finalement depuis l'international comme un pays à risque. Donc on n'aura pas de facilité à aller à l'étranger. Hein. Il faut que tout le monde en ait conscience.
Donc les mobilités vont être extrêmement restreintes de mon point de vue. Je pense qu'il est raisonnable de penser que ça soit sur toute l'année 2021. D'accord. Sauf bien sûr si on trouve un vaccin miracle qui arrange tout, mais ça fait un moment que je ne crois plus au Père Noël. Pour l'instant, restons prudents. Le temps, il faut laisser le temps à la science de faire son travail pour trouver quelque chose. Et puis même le temps que le vaccin soit trouvé, le temps qu'il soit produit, industrialisé, commercialisé, ça va être un certain temps. Très bien. Eh bien, encore une question de Marine, c'est que du coup, même si du coup il y a une impossibilité de voyager, elle demande et si l'entreprise fait tout pour, donc je suppose qu'il y ait un stage qui soit effectué, est-ce que enfin, je sais pas comment ça se passerait, enfin, s'il y a des directives, du coup, j'imagine, au niveau du gouvernement, ça serait impossible complètement. Mais du coup, je comprends bien. Je vais pas. Faut pas qu'on fasse trop de plans sur la comète. Aujourd'hui, encore une fois, les évolutions de connaissances sont très fortes de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, il faut peut-être attendre, être un petit peu patient pour avoir des réponses un peu définitives là-dessus. C'est une question extrêmement compliquée. Et on dirait certainement beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais il faut s'attendre à ce que les mobilités soient très réduites. D'accord, très bien. Eh bien, il n'y a plus d'autres questions dans le chat, sauf s'il y en a d'autres qui arrivent entre-temps. Mais sinon, je pense que ça fait déjà eu 1h10 de live, c'est pas mal. Et donc, je pense qu'on va pouvoir conclure sur cette émission, qui était, je pense, très intéressante. Je pense que globalement, dans le chat aussi, les gens ont trouvé ça assez intéressant d'en savoir un peu plus sur vous et sur votre rôle à Polytech Lille. Et donc, je vais vous relaisser du coup encore une fois le mot de la fin, si vous avez encore quelque chose à dire, ou simplement dire au revoir. Non, je voudrais vous remercier pour cet échange, qui est toujours très, très intéressant. Deux, surtout, prenez bien soin de vous, restez bien confinés jusqu'à dimanche soir, enfin lundi matin. Faites bien attention à vous, faites bien tout ce qu'il faut pour que on puisse tous collectivement bien lutter contre ce fléau-là et qu'on ne mette pas en danger nos proches ou nous-mêmes. Et que soyez le plus proche possible de vos études. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire un peu plus tard. C'est peut-être l'occasion, dans ces périodes un peu plus creuses, entre guillemets, de s'intéresser à vos métiers futurs. Soyez curieux et surtout, portez-vous bien. Et bien, sur ce, on va pouvoir dire au revoir. Juline, je te laisse dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir avec nous sur ce live et voilà, au revoir. Au revoir, au revoir. merci à tous. Au revoir tout le monde dans le chat. Tac.